Parce que c'est un architecte qui a la responsabilité de savoir, de concevoir un projet. Et là, on est en phase conception. C'est la phase la plus importante d'un projet. L'architecte, c'est celui qui a la capacité, au cours d'une discussion, de savoir quelle est votre famille, qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans 10 ans, dans quoi vous travaillez, quelles sont vos passions. Rien qu'avec cette discussion, il est censé pouvoir vous faire un projet qui vous correspond. Parce qu'il a cette formation qui lui permet de faire ça. Parce qu'en réalité, on construit pour y vivre bien. L'objectif d'une construction, c'est le bien-être. Et le bien-être, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des matériaux qui sont beaux, c'est un ensemble de choses, c'est une harmonie. Et cet architecte va non seulement répondre à vos besoins, mais mieux encore, cet architecte va vous accompagner tout le long de votre projet. C'est lui qui, à un moment donné, vous dira, OK, on a fait la phase conception, on fait des échanges, on valide. Le projet que vous voulez construire, il répond à vos besoins, il est harmonieux par rapport à son milieu, il est utile pour vous aujourd'hui et pour demain. Et quand vous vivrez dedans ou quand vous l'aurez dedans, vous allez gagner de l'argent, etc., etc. L'architecte, c'est lui qui va vous orienter vers le bureau d'études. Le bureau d'études, c'est là où nous, ingénieurs, on intervient. C'est le bureau d'études qui, lui, maintenant, va prendre le plan de l'architecte et va faire ce qu'on appelle un plan d'exécution. Il va le rendre réalisable. Ce n'est pas un maçon qui peut le faire. Ce n'est même pas un technicien qui peut le faire. Parce qu'il y a technicien, il y a ingénieur. Un technicien, c'est un bac plus 2, bac plus 3. Un ingénieur, c'est un bac plus 4, 5 et plus. Donc, une fois que l'État ingénieur-là, l'architecte vous a orienté vers le bureau d'études. Le bureau d'études a fait la conception et le calcul. Ensuite, vous allez maintenant commencer la phase exécution. Avant ça, il faut revenir chez le géotechnicien. Justement, il faut, dans cette phase étude, intégrer la phase étude géotechnique. L'étude du sol. C'est l'étude de sol. Voilà. Je vais construire un bâtiment, je le construis sur quelque chose. S'il faut construire dans l'eau, c'est possible. À Dubaï, ils le font. Donc, ce sont eux aussi des ingénieurs qui interviennent. Une fois qu'ils sont intervenus, on va vers un bureau de contrôle qui, lui, va commencer maintenant à réfléchir et à regarder les plans que ces deux confrères ont étudiés. Mais même, il faut me poser la dernière question. Si on a, par exemple, un bâtiment d'un R+1 ou R+2, est-ce qu'on a une possibilité, avec le bureau d'études, de faire une simulation et de prendre une contrainte, la plus petite contrainte, pour ne pas faire des études géotechniques? C'est une possibilité. Alors, c'est une possibilité, mais ce n'est pas le maître d'ouvrage qui le décide. Ce n'est pas le maçon qui le décide. C'est l'ingénieur. Ce sont les professionnels, les ingénieurs, qui, eux, vont juger suivant des données précises qu'ils ont. Ce n'est même pas non plus leur imagination ou leur feeling. Donc, ils vont se baser sur des données précises, sur une cartographie peut-être du sol qui existe. Et idéalement, ils vont aller faire des études de sol pour avoir la portance du sol. Mais en tout état de cause, là, je suis en train de parler de moi en tant que maître d'ouvrage. J'ai mon projet que je veux construire. Quelle est ma responsabilité? C'est d'aller voir tous ces professionnels-là et de les laisser travailler et de leur faire confiance. Et Marianne, il est important de rappeler que autant un R+10 qu'un R+1, ce sont des vies humaines qui vivent dedans. Tout à fait. Donc, les responsabilités sont les mêmes. Donc, ça, il faut que les gens le sachent. Que nous donne le projet dans lequel moi, je vis avec ma famille ou le projet dans lequel des autres gens vont vivre, c'est pareil, ce sont des vies humaines. Donc, il faut que les gens soient conscients que moi, j'ai travaillé, j'ai de l'argent, je vais aller construire. Pour des questions d'économie, non, je n'ai pas besoin d'aller voir un architecte. Coutidé a mes responsabilités. Donc, une fois qu'on a fini la phase d'études, c'est là où on choisit le professionnel. Vous savez, on a l'habitude de dire ici, tant que xulo le maçon, ce projet madame sorti ou le beau. Mais en réalité, moi, je suis donneur d'ordre, j'ai mon argent. Je n'ai même pas de communication directe avec le maçon. Je ne suis pas censé. On n'a pas besoin de voir un maçon. Même que ce projet du début à la fin, tu dois voir un maçon. Normalement, ça, on va voir. Parce que vous avez un vis-à-vis qui est une entreprise de construction. Et si toutefois, même ce n'est pas une entreprise pour X raisons, c'est au moins un ingénieur. Ou au pire des cas, un chef de chantier qui sait organiser les travaux, gérer le stock de matériaux, anticiper, vous dire, vous commandez ça et qui ne va pas vous dire, j'ai commencé à couler, il faut sortir 1 million, sinon tout ce que tu as fait, tu perds. Beaucoup de Sénégalais vivent ça. Allez voir les professionnels. C'est beaucoup plus économe, plus safe et meilleur pour le projet. Je comprends que là, on parle avec beaucoup d'euphorie et d'entrainte. Maintenant, ce que je voudrais pour terminer, parce que tu as commencé à donner les solutions, après la construction, l'exécution, on a aussi quel organe? Le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle. Éventuellement. Voilà, le bureau pour réglementer. Qui est là pour contrôler ce que les autres font et qui vous permet demain,
s'il y a un quelconque problème par rapport à la garantie, justement de faire appel à cette garantie décennale qui existe dans tout type de projet, ou pendant 10 ans, s'il y a des problèmes sur la structure, et ça, M. Seck pourra développer là-dessus, le bureau de contrôle est essentiel. Avant d'aller voir M. Seck, j'aurais juste voulu qu'on s'attarde éventuellement en gros sur les différents axes de solution. Dans la réglementation, M. Seck, quels sont les différents axes de solution que vous pouvez mettre en avant pour informer la population, pour leur faire comprendre également l'accompagnement de l'État, parce que c'est l'État derrière qui encadre, hein, il faut le dire, c'est l'État derrière qui sanctionne, donc pour aller vers des bâtiments qui répondent aux normes éventuellement. Quand on va acheter un véhicule, on sait qu'on doit avoir un permis de conduire, on sait qu'il y a un code de la route. Si on conduit n'importe comment, on sort de la route, il y a le policier ou gendarme qui vous arrête, qui récupère soit c'est une faute de votre part, le permis, ou bien la catégorie. Il faut qu'on sache que tout ce qu'on doit faire dans ce pays-là, il y a une loi qui l'a régi. Il y a un code de la construction. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Même si tu ne sais pas qu'il y a une loi, tu construis, tu outpasses la loi va s'abattre sur toi. Donc, il faut qu'on s'interroge d'abord sur qu'est-ce qui existe en termes de loi par rapport au code, par rapport à la construction. C'est important. L'autre aspect, les acteurs. Forcément, dans un quartier, dans une commune, il y a au moins quelqu'un qui a fait du bâtiment, génie civil, technicien, ingénieur. À travers les discussions, on pourra orienter à soit un ingénieur, génie civil. Si vous le connaissez, au moins, dans un projet, si un simple niveau RDC, au moins, pour avoir un plan béton armé pour un RDC. Et l'ingénieur civil, en principe, si vous le contactez pour un projet de discussion, forcément, il vous conseillera d'avoir un plan d'architecture qui va mettre en œuvre votre imagination, votre projet en termes de plan d'architecture. Avant que l'ingénieur prenne la responsabilité de faire l'étude d'exécution. Donc, c'est l'ordre que M. Alioune a rappelé, l'architecte, l'ingénieur civil. Forcément, l'ingénieur civil, c'est important que derrière, quelqu'un qui fait quelque chose, qu'il y ait un contrôle externe. C'est le bureau de contrôle. Ça garantit ce que fait l'étude. Ça assure à l'étude que les erreurs qu'il a dû commettre, pour lesquelles il ne s'est pas rendu compte, le contrôle technique, il est sur son travail, c'est ça son métier, pour vérifier des choses, des trucs qu'il verra sur les plans, et les faire savoir à l'ingénieur civil pour corriger les plans. Donc ça aide, en gros, tous les acteurs qui étaient dans le projet, et le géotechnicien. Par exemple, si dans un sol, dans un site donné, il y a la nappe, on ne sait pas est-ce qu'elle est agressive ou pas. Le contrôleur vous dira que, attention, dans le rapport de sol, on a vu la nappe à tant de mètres, à 1,50 m par exemple. Et que les points de fondation doivent être ancrés à 1,50 m. Vous dites, attention, il y a de l'eau, elle est agressive ou pas, il faut analyser l'eau. Ou bien, à défaut, prenez un ciment qui est adapté. Si l'eau est agressive, le ciment CM3 par exemple. Là, c'est le contrôle prévient dès cette phase-là, juste en regardant le dossier. Prévient les risques. Je vais appuyer là-bas, s'il te plaît. Tu parles du problème de l'eau. C'est un problème très récurrent dans notre secteur. On a un réel souci pour l'étanchéité de nos bâtiments, hein, et qui est la cause d'énormes problèmes également. Des énormes problèmes de structure, des énormes problèmes de corrosion de fer. Donc moi, je pense que c'est un point hyper important parce qu'en général, on prend énormément de moyens pour construire nos bâtiments, mais on peine à finir et à bien finir. Et pour quand on finit un bâtiment et qu'on le finit bien, il faut mettre une bonne étanchéité. Ça protège notre bâtiment et ça fait qu'au moins elle est durable dans le temps. Et elle est même décennale à un moment donné. Donc moi, je pense que par rapport à ce magnifique podcast, je ne veux pas qu'on aille en long et en large. J'aimerais juste des mots de conclusion, mais très, très stretch. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? On n'a pas le choix. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais qu'on s'appuie aussi sur la finition de nos bâtiments. Là, vous avez parlé du lancement du bâtiment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une construction? Mais à la fin de la construction aussi, il faudrait que nous, en tant que population, qu'on prenne des mesures qu'il faut pour sécuriser nos bâtiments. Et l'étanchéité, c'est essentiel. C'est pas un luxe et c'est des produits qui sont disponibles. C'est des produits qui sont certifiés et les bureaux de contrôle accompagnent également. Les bureaux de contrôle ne sont pas onéreux. C'est des prix très accessibles et nous-mêmes, les ingénieurs, de même que les études, c'est très accessible. Donc, je pense que c'est juste un encadrement qu'il faut de par l'État et des conventions qui sont signées avec les mairies pour que dans chaque autorisation de construire, qu'on souligne qu'il faut un bureau de contrôle, qu'il faut également un bureau d'études qui donne des plans et après un certificat de conformité pour voir est-ce que l'exécution qui a été faite est conforme avec ce qui a été étudié.
Donc moi, je pense que je vais laisser à l'une le soin de nous dire son mot de la fin. Et on attendra le prochain podcast pour mieux développer. Oui, tout à fait. Il y a tellement de choses, de problématiques à discuter qu'on ne peut pas tout dire dans une émission. Hein. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce que doivent retenir pour moi les Sénégalais qui regardent cette émission, c'est que quand ils veulent construire, ils ont la responsabilité d'aller vers les professionnels. Et en premier lieu, vers un architecte. C'est leur responsabilité. Il ne faut pas que ceux qui construisent ou ceux qui voient les autres qui construisent pensent qu'ils ne sont pas concernés par un incident ou un accident grave. Tout le monde est interpellé. C'est clair. Après, encourager les Sénégalais à, comme il l'a dit tout à l'heure, préparer la période hivernale qui va arriver. On parle de finition. On sait que nous tous, que un bâtiment, peut-être qu'il y a des gens qui vivent pendant toute une vie, ils construisent qu'une seule maison. C'est un projet de vie. Il y en a qui n'ont même pas l'occasion de le faire. Donc, quand on a la possibilité de le faire, il vaut mieux bien le faire. Et on sait tous qu'en général, on construit par phase. La construction par phase, elle doit être encadrée. On ne peut pas juste avoir 5-10 millions, faire un étage et laisser apparemment les fers à béton, ne pas mettre d'étanchéité. C'est ce qui fait qu'après, ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire peut être dégradé juste par une pluie. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte quand on fait une construction, que ça soit une construction jusqu'à la fin du projet ou partielle. Et ça, les seules personnes habilitées à le faire, ce sont les professionnels du métier. Et en conclusion, je veux dire, Marianne, que dans notre vie, là, il y a des métiers qui sont indispensables. Il est indispensable d'avoir un ingénieur génie civil dans son entourage. D'où le nom. Donc, allez les voir. Alhamdulillah. Monsieur Seck. Oui, dire que la construction, c'est un métier qui est encadré avec des professionnels qualifiés, bien formés, depuis l'étude jusqu'à l'exécution. Et pour l'exécution, pour un projet bien exécuté, quand on pense à la durabilité, comme vous l'avez dit, il faut penser à l'étanchéité des planchers. Comme c'est la période de l'hivernage, la pluie va commencer à tomber dans certaines régions du Sénégal, bientôt à Dakar. Comme on l'a dit, malheureusement, nos maçons, ils pensent que s'ils mettent des carreaux cassés sur les terrasses, ça règle le problème. Alors que les carreaux, c'est pas étanche. Même si c'est un petit peu étanche, il faut des carcers. C'est pas étanche. Ils sont pas étanches. Il faut des carcers spécifiques. Ça, c'est une bonne révélation. Hein. C'est pas étanche. Ça, n'est pas étanche. Ça, c'est pas étanche. Même s'il faut une forme de pente pour que l'eau ne stagne pas, pensez aux petites précipitations des journées de vendredi où ça commence à pleuvoir le matin, par de petites gouttes jusqu'à le soir. Tout à fait. L'eau ne se coule pas. Ouais. Donc, l'eau va s'infiltrer dans le plancher, attaquer le fer, contribuer à sa corrosion et réduire la durée de vie du bâtiment. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Pensons à protéger nos constructions par le toit, l'étanchéité. C'est ainsi que les bâtiments construits pour habitation, pour lesquels s'ils sont conçus en principe pour au minimum 50 ans, on puisse avoir plus de 50 ans pour ce bâtiment-là. Et c'est possible parce que tout le secteur de la construction au Sénégal, il y a tout ce qui est acteur nécessaire pour bien faire. Seulement, il faudra que quand on construit, c'est sérieux, mettons les moyens qu'il faut pour sécuriser l'investissement, mais aussi sécuriser ceux qui vont occuper le bâtiment futur. Que ce soit les membres de la famille ou bien en location. Pensons aux Sénégalais qui perdent leur vie chaque année sur le développement de bâtiments. Ça doit arrêter parce que c'est pas normalement dans un pays quand même comme le Sénégal où il y a beaucoup d'ingénieurs disponibles pour accompagner les projets. Et là, je pense qu'il n'en manque pas dans chaque commune, dans chaque quartier pour accompagner, pour aider à des prix vraiment qui sont très concurrentiels, qui ne sont pas chers. Mais il faut qu'on évite aussi, quand on passe construire, le premier réflexe, c'est on pense au maçon. Le maçon, c'est le dernier de la chaîne. Tout à fait. On lui donne pour exécuter et il reçoit des ordres de la part de l'entrepreneur. On a dit à lui. L'entrepreneur en question, qui a un maçon, qui a un coffre, un ferrailleur, et il est le dernier de la chaîne. On ne doit pas penser d'abord à lui. Pensons au professionnel d'abord. C'est vraiment le dossier qui est nécessaire. Et ainsi de suite pour pouvoir avoir une construction de qualité, sécurisée et dans la durée, pour au moins une grave décennale. Ou bien dans les 50 ans, il va avoir de défauts. Il va être dans le futur. Merci beaucoup pour l'émission et à très bientôt. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de ce premier épisode. Je pense que nous reviendrons davantage dans les différentes formes d'étanchéité, les différents acteurs qui participent à l'élaboration et à l'exécution de notre projet.
Mais au-delà de tous ces aspects techniques, cette discussion nous rappelle que construire est avant tout une responsabilité collective. Chaque décision prise sur un projet, chaque contrôle effectué, chaque norme respectée contribue à protéger des vies. Merci à mes chers confrères pour la qualité de l'échange et je partage leur expérience également. Merci également à vous qui nous suivez et rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.